En 1974, Henry Kissinger remet au président Ford un rapport confidentiel sur les moyens de désamorcer l'arme démographique, que sont, selon lui, les pays en voie de développement. Parmi les mesures préconisées, celui qui est alors conseiller à la sécurité nationale invite à considérer le levier alimentaire avec une attention particulière, du point de vue des intérêts américains. Une telle réduction des besoins alimentaires des pays en voie de développement pourrait être clairement avantageuse. Elle ne réduirait pas nos marchés commerciaux, entendu que la baisse de la demande alimentaire liée à la diminution de la population de ces pays n'affecterait que la demande d'assistance alimentaire, sous la forme de concessions ou de subventions, et non les ventes commerciales. Le procédé est connu, fermer le robinet de l'offre, raréfier les ressources disponibles pour, in fine, imposer ses vues à ses interlocuteurs. Demeurée à l'état de projet, la stratégie de Kissinger n'en est pas moins symptomatique de l'intérêt porté par les décideurs politiques à l'égard de l'alimentation, outil particulièrement efficace d'influence et de domination. Le rapport Kissinger déclare: l'économie américaine aura besoin de quantités importantes et croissantes de minéraux provenant de l'étranger, en particulier des pays moins développés. Ce fait donne aux États-Unis un intérêt accru pour la stabilité politique, économique et sociale des pays fournisseurs. Chaque fois qu'une diminution des pressions démographiques par la réduction des taux de natalité peut accroître les perspectives d'une telle stabilité, la politique démographique devient pertinente pour l'approvisionnement en ressources et pour les intérêts économiques des États-Unis. Le recours à l'arme alimentaire précède de beaucoup les écrits de Butz et de Kissinger. Depuis l'Antiquité, récits, chansons et autres comptes rendus de guerre ou de bataille n'ont eu de cesse de souligner l'importance de s'assurer le contrôle des ressources agricoles et alimentaires. Épisode légendaire dans l'histoire de l'Europe, la victoire romaine à l'issue du mythique siège d'Alésie atteint autant à la capacité des armées de César de couper tout approvisionnement en eau et en vivres vers l'oppidum assiégé qu'à l'échec de la stratégie militaire gauloise. Selon le rapport Kissinger, les éléments de la mise en œuvre des programmes gouvernementaux de contrôle de la population pourraient inclure la légalisation de l'avortement, des incitations financières pour que les pays augmentent leur taux d'avortement, de stérilisation et d'utilisation de la contraception, l'endoctrinement des enfants et le contrôle obligatoire de la population et la coercition d'autres formes, telles que la suspension de l'aide alimentaire et des catastrophes à moins qu'un PMA ne mette en œuvre des programmes de contrôle de la population. Cette dernière stratégie, la force et la coercition appliquées aux pays en développement, est actuellement utilisée par le cartel de contrôle de la population pour promouvoir non seulement l'avortement, la stérilisation et le contrôle des naissances, mais aussi d'autres maux tels que l'homosexualité et le transgendérisme. Il existe des dizaines d'exemples de ce genre d'injustices flagrantes, dont les suivants. Lorsque le Nigeria a refusé de légaliser la contraception et l'homosexualité, les États-Unis ont retiré leur aide financière et militaire qui lui permettrait de lutter contre le groupe terroriste islamique Boko Haram, qui a assassiné et enlevé des dizaines de milliers de personnes dans ce pays. Lorsque l'Équateur a refusé de légaliser l'avortement, les Nations Unies ont refusé de lui fournir toute aide pour lutter contre le Covid-19, condamnant à mort de nombreux autres Équatoriens. Lorsque les pro-vie kenyans ont recueilli des preuves irréfutables que l'organisation Marie Stop International, MSI, l'un des plus grands avorteurs au monde. Ceux-ci pratiquaient des avortements illégaux et dangereux à grande échelle, MSI a alors exigé qu'ils soient muselés ou emprisonnés. Le Fonds des Nations Unies pour la population a interrompu l'aide alimentaire et autres à des millions de Yéménites affamés parce que le pays refusait de légaliser l'avortement. Lorsque la Zambie a refusé de légaliser la sodomie, les États-Unis ont retiré l'aide étrangère dont ils avaient grandement besoin pour aider à réduire le taux national d'infection par le VIH de 11% et à prendre soin de 250 000 orphelins du sida. Le Programme commun des Nations Unies sur le sida, ONU-SIDA, a menacé de retirer toute son aide de l'île caribéenne de Sainte-Lucie s'il n'approuvait pas un libellé soutenant l'avortement et l'homosexualité dans une déclaration politique sur le VIH-SIDA. Le puissant cartel de contrôle de la population ne s'engage pas du tout dans la charité. Au lieu de cela, il emploie librement la brutalité et l'intimidation pour faire respecter sa volonté. Le rapport Kissinger a également déclaré spécifiquement que les États-Unis doivent dissimuler leurs activités de contrôle de la population et éviter les accusations d'impérialisme en incitant les Nations Unies et diverses organisations non gouvernementales, en particulier le Pathfinder Fund, l'International Planned Parenthood Foundation, IPPF, et le Population Council, à faire leur sale boulot.
L'application mondiale des stratégies recommandées dans le rapport Kissinger a entraîné un ralentissement si rapide des taux de croissance démographiques régionaux qu'ils causent déjà de graves problèmes économiques et sociaux en Europe, dans l'ex-Union soviétique, au Japon, à Singapour et à Hong Kong. De nombreux pays en développement vieillissent maintenant encore plus rapidement que le monde développé, ce qui laisse présager des problèmes encore plus graves pour leurs économies relativement sous-développées. Les nations développées ont eu la possibilité de devenir riches avant de vieillir. Si une nation vieillit d'abord, elle ne deviendra jamais riche. Voici un aperçu global de la stratégie de contrôle de la population. Le rapport NSSM 200 expose explicitement la stratégie détaillée par laquelle le gouvernement des États-Unis promeut agressivement le contrôle de la population dans les pays en développement afin de réglementer ou d'avoir un meilleur accès aux ressources naturelles de ces pays. 1. Les États-Unis ont besoin d'un accès généralisé aux ressources minérales des pays moins développés, citation ci-dessus. 2. Le bon flux des ressources vers les États-Unis pourrait être compromis par l'action des gouvernements des pays moins développés, les conflits du travail, le sabotage ou les troubles civils, qui sont beaucoup plus probables si la pression démographique est un facteur. Ces types de frustrations sont beaucoup moins probables dans des conditions de croissance démographique lente ou nulle. 3. Les jeunes sont beaucoup plus susceptibles de défier l'impérialisme et les structures du pouvoir dans le monde, leur nombre doit donc être réduit autant que possible. Ces jeunes peuvent plus facilement être persuadés d'attaquer les institutions juridiques du gouvernement ou les biens immobiliers de l'establishment, les impérialistes, les sociétés multinationales ou d'autres influences souvent étrangères blâmées pour leurs problèmes. 4. Par conséquent, les États-Unis doivent développer un engagement envers le contrôle de la population par le gouvernement parmi les principaux dirigeants des pays moins avancés, tout en contournant la volonté de leur peuple, et par le biais de contacts bilatéraux avec d'autres pays moins avancés. 5. Les éléments critiques de la mise en œuvre du contrôle de la population par le gouvernement comprennent l'identification des cibles principales. Ces pays sont l'Inde, le Bangladesh, le Pakistan, le Nigeria, le Mexique, l'Indonésie, le Brésil, les Philippines, la Thaïlande, l'Égypte, la Turquie, l'Éthiopie et la Colombie. Enrôler l'aide d'autant d'organisations multilatérales de contrôle de la population que possible dans ce projet mondial, afin de détourner les critiques et les accusations d'impérialisme. Les États-Unis se tourneront vers les agences multilatérales, en particulier le Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de 80 pays pour augmenter l'aide à la population sur une base plus large avec des contributions américaines accrues. Reconnaissant qu'aucun pays n'a réduit sa croissance démographique sans recourir à l'avortement. Concevoir des programmes avec des incitations financières pour que les pays augmentent leur taux d'avortement, de stérilisation et d'utilisation de la contraception, payer les femmes dans les PMA pour qu'elles se fassent avorter en tant que méthode de Inde, ou des incitations financières, ainsi que d'autres dispositifs de motivation, ont été utilisés pour amener un grand nombre d'hommes à accepter la vasectomie. Sous le titre « Le club des milliardaires tente de juguler la croissance démographique », le Sunday Times du 24 mai 2009 a révélé la tenue d'une réunion secrète le 5 mai 2009 qui en dit long sur la volonté politique de l'oligarchie financière. La rencontre, qui s'est tenue à New York le 5 mai dernier, a été organisée à l'initiative de Bill Gates, fondateur du monopole Microsoft, grand promoteur des simulateurs de meurtre sur ordinateur et parrain de Facebook, de Warren Buffett, spéculateur milliardaire et financier de la fondation Gates, et de David Rockefeller. Au-delà de ces trois-là, la petite sauterie a réuni Michael Bloomberg, maire de New York et fondateur de l'agence d'information financière du même nom, George Soros, spéculateur financier et grand manipulateur politique, Peter Peterson, fondateur du groupe financier Blackstone et grand avocat de l'austérité budgétaire, Julian Robertson, patron du fonds Tiger Management, John Morgridge, ancien PDG de Cisco Systems, Eli Broad, spéculateur immobilier, David Rockefeller Jr., fils du premier. Ted Turner, fondateur de CNN, et Oprah Winfrey, animatrice phare de la télé américaine. La réunion a débuté par une présentation de chacun des participants sur la cause qu'il défend, mais très vite, nous apprend le Times, la discussion s'est transformée, sous l'impulsion de Bill Gates, en un consensus sur la surpopulation, comme la cause supérieure qui englobe les autres. Un autre participant a confié qu'ils étaient aussi parvenus à un consensus pour mettre en place une stratégie, dans laquelle la croissance démographique serait attaquée comme menace écologique, sociale et industrielle. En 2015, le milliardaire philanthrope Bill Gates avait alerté, lors d'une conférence,
sur le manque de préparation des États en cas d'épidémie mondiale. Un discours étrangement prophétique tant le scénario imaginé par Bill Gates rappelle celui de l'apparition du coronavirus. Nous ne sommes pas prêts pour la prochaine épidémie, c'est par ces mots qui semblent aujourd'hui prophétiques que Bill Gates débutait en 2015 une conférence sur les leçons à tirer d'Ebola. Le fondateur de Microsoft, désormais engagé dans l'humanitaire avec la fondation Bill et Melinda Gates, s'exprimait lors d'un talk show, une courte conférence retransmise sur YouTube et pour le moins troublante. Pendant 8 minutes, Bill Gates semble ainsi prédire l'apparition du coronavirus Covid-19. La prochaine épidémie pourrait être bien plus dramatique, déclare-t-il. Quand j'étais gamin, la catastrophe dont on avait le plus peur était une guerre nucléaire. Mais aujourd'hui, le plus grand risque de catastrophe mondiale ne ressemble pas à ça. Il ressemble plutôt à ceci, explique Bill Gates, désignant alors un virus vu au microscope. Si quelque chose tue plus de 10 millions de gens dans les prochaines décennies, ça sera probablement un virus hautement contagieux plutôt qu'une guerre. Nous avons énormément investi dans la dissuasion nucléaire, mais très peu dans un système pour arrêter les épidémies. Nous ne sommes pas prêts pour la prochaine épidémie, alerte-t-il. Notons que cette obsédante préoccupation de notre santé est assez suspect. S'exprimant alors que l'épidémie d'Ebola était sur le point d'être éradiquée en Afrique de l'Ouest, non sans avoir tué des milliers de personnes auparavant, Bill Gates s'appuyait alors sur l'actualité. Regardez Ebola, le problème n'était pas que le système n'a pas assez bien marché. C'était qu'il n'y avait pas de système tout court. La prochaine épidémie pourrait être bien plus dramatique. Il pourrait y avoir un virus avec lequel les gens infectés se sentiraient suffisamment bien pour prendre l'avion, aller au marché, annonçait-il. Des propos qui rappellent fortement les symptômes et le comportement des personnes infectées par le Covid-19. Volontiers alarmiste, Bill Gates nuançait tout de même son propos sur la fin, assurant que les solutions étaient à portée de main. On a des portables pour recevoir et diffuser l'information au public. On a des cartes satellites où l'on peut voir les gens et où ils vont. On a les avancées en biologie qui pourraient changer notre manière de voir un agent pathogène et nous permettre de fabriquer des médicaments et des vaccins adaptés. On a les outils, mais ces outils doivent être employés par un système de santé mondial, plaidait-il, ajoutant que la coopération entre personnel de santé et armée était aussi cruciale. L'appel au confinement de Bill Gates. Fervent militant, avec sa femme Melinda, du développement des systèmes de santé des pays pauvres, Bill Gates avait réitéré ce discours en 2017 lors d'une conférence sur la sécurité à Munich. Le milliardaire philanthrope a également appelé les gens à se confiner le plus sérieusement possible. Le seul modèle efficace connu est celui d'une rigoureuse distanciation sociale. Si vous ne faites pas ça, alors le virus touchera une large partie de la population et les hôpitaux se retrouveront en état de saturation en raison de l'afflux de personnes malades, a martelé Bill Gates. La Chine voit le nombre de cas diminuer désormais parce que la mise en place des tests et du confinement a été très efficace. Si un pays réussit à mettre en place des tests et à faire respecter le confinement, alors entre 6 à 10 semaines, il devrait voir le nombre de cas baisser et commencer à pouvoir envisager un retour à la normale, a-t-il estimé. Nous retrouvons dans ces derniers propos tout le narratif propagandiste mis au point par la société de conseil McKinsey. Bill Gates n'est pas le seul à avoir anticipé et alerté sur le risque d'une pandémie soudaine. En 2009, dans un rapport de projection sur le monde en 2025, la CIA avait déjà envisagé le scénario d'un virus respiratoire hautement contagieux, qui pourrait apparaître notamment en Chine, par le biais des animaux. Les participants ont souligné leur besoin d'être indépendants des agences gouvernementales qui se révèlent incapables d'affronter le désastre que tous nous voyons venir. De prochaines réunions sont d'ores et déjà prévues pour organiser la mise en œuvre de cette stratégie. Ted Turner, l'un des participants et riche propriétaire d'un empire médiatique, est fermement imprégné d'eugénisme et de réduction de la population mondiale qu'il voudrait voir baisser de 95% pour être idéal. Selon l'interview qu'il a accordée à Audubon Magazine en 1996, une population totale de 250 à 300 millions de personnes, un déclin de 95% par rapport au présent niveau, serait idéal. Turner a donné $1 milliard à une organisation nommée Fondation des Nations Unies.
Cette organisation créée par Turner et la Turner Foundation sont dévouées au contrôle de la population par la distribution de condoms, la promotion de l'avortement et autres méthodes pour promouvoir l'agenda eugénique, tout comme d'autres tels que Bill et Melinda Gates qui ont aussi donné de larges sommes d'argent à des organisations charitables qui servent réellement à promouvoir le mouvement eugénique. Turner a même reçu un prix de l'ONU pour son travail en développement durable, qui n'est qu'un autre nom de code pour la réduction de la population. La fondation Bill et Melinda Gates, le géant américain de l'agrobusiness DuPont Pioneer Hybrid, l'un des plus grands propriétaires de fabriques de semences brevetées et génétiquement modifiées et de produits agrochimiques apparentés. C'est une compagnie de semences OGM et de produits agrochimiques basée en Suisse par l'intermédiaire de sa fondation Syngenta, la fondation Rockefeller, ce groupe privé qui a créé la révolution génétique, avec plus de 100 millions de dollars provenant des semences depuis les années 1970. Le CIAR, réseau mondial créé par la fondation Rockefeller afin de promouvoir son idéal de pureté génétique à travers un changement de l'agriculture, travaille ensemble à des projets communs, dont la réserve mondiale de semences à Svalbard. Pour ceux qui croiraient que tout ceci n'est que propagande, complotisme et délire, qu'ils sachent que cette pseudo-élite mondiale n'en était pas à leur première tentative avec le Covid-19. Leur manigance de dépopulation avait déjà été planifiée depuis longtemps. Peu après cette réunion du Good Club, tout à fait par hasard et de manière très étrange, apparaît un virus en juin 2009 au Mexique, un virus nommé H1N1. Début juin, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, déclenche l'alerte maximale pour la pandémie créant du même coup un état d'urgence mondial. Dans la précipitation, le 22 juillet, alors que les tests cliniques du vaccin ne sont pas terminés, la ministre de la Santé belge, Laurette Oncklinx du Parti socialiste, signe un contrat avec la firme pharmaceutique GlaxoSmithKline pour l'achat de 12 600 000 doses de Pandemrix. Un contrat pour le moins confidentiel, qui sera classé même top secret. Selon les termes du contrat d'un montant de 110,2 millions d'euros, qui a été mis au jour, c'est donc l'État qui serait chargé d'indemniser les éventuelles victimes du produit, alors qu'au moment de la signature du contrat, le vaccin n'avait pas encore reçu d'autorisation de mise sur le marché européen. Le Pandemrix contient du AS03, un adjuvant controversé qui n'a jamais été testé sur les populations à risque, femmes enceintes, personnes âgées, etc., avant les campagnes de vaccination contre la grippe à H1N1, menées dès l'automne 2009. De son côté, la ministre fédérale de la Santé, Laurette Oncklinx, PS, ne regrette pas avoir signé ce contrat, préalablement validé par le gouvernement. La firme GSK exigeait un système de responsabilité partagée. Nous n'avions pas le choix, si ce n'est renoncer au vaccin. D'ailleurs, aucun État n'a obtenu de conditions plus favorables que la Belgique. Mais la clause la plus étonnante est que le ministère de la Santé publique dédouane la firme de toutes ses responsabilités en cas de décès ou d'effets secondaires graves. De plus, GSK ne garantit même pas ni la qualité ni l'efficacité ou même la sécurité de son propre vaccin. Le gouvernement belge n'a-t-il pas dès lors acheté un chat dans un sac ? Un juriste spécialisé qui a travaillé plusieurs années au service public fédéral de la santé, Philippe Van Lagendonck, répond: la société GSK a déjà les avantages de ne pas devoir financer elle-même les essais cliniques du produit qui est controversé par rapport aux effets secondaires et elle vend le maximum au prix maximum, quoi qu'il arrive. Donc on décrète à un moment donné, qu'il ne faut pas 2 doses mais qu'une dose est suffisante, mais peu importe, les vaccins sont vendus et doivent être payés. Là, il y a une disproportion qui n'a aucune raison d'être sauf de respecter uniquement la finalité commerciale. Ce n'est pas tout. Le contrat limite en fait la responsabilité de GSK à 50% maximum du montant total de la facture. L'État est donc bel et bien, pieds et poings liés à son fournisseur. Aucun parlementaire, jusqu'ici, n'avait eu l'occasion de lire le contrat. Thérèse Snoy, écolo, présidente de la commission santé à la Chambre, réagit en déclarant: la ministre disait que ce qui était disponible sur Internet était tout ce qui était nécessaire pour nous et que le reste était lié au secret commercial. Or, ce que je découvre comme clause n'a rien à voir avec le secret commercial. Ce sont des clauses qui lient la responsabilité de l'État et donc établissent les rapports entre la firme et l'État mais qui sont incroyablement en défaveur de l'intérêt public. Laurette Oncklinx, ministre de la Santé, reste sur sa position: toute la population était protégée, on n'a bradé aucun droit de la population. Plus de 20 pays ont signé un même contrat.
Laurette Onclinx a donc signé un contrat confidentiel d'achat de vaccins H1N1 aussi hasardeux pour la santé et la sécurité de millions de Belges. Son souci de vouloir soi-disant sauver des vies apparaît particulièrement hypocrite et non crédible. Madame Onclinx ne sait absolument pas ce qu'est le débat et la preuve tristement éclatante en a été donnée avec l'épisode du H1N1 puisque son projet de loi d'exception, finalement approuvé, consistait à se donner les pleins pouvoirs en mettant les parlementaires hors jeu. De même, le contrat d'achat de vaccins confidentiels dont le contenu était hallucinant et qu'elle a osé signer avec la firme GSK apporte aussi un éclairage sur le peu de cas que ce personnage fait de la notion de débat. En effet, pas besoin de débat quand tout est confidentiel. Alors qu'elle affirmait publiquement que ce vaccin était sûr et bien testé, il s'avérait au contraire qu'il y avait eu 7 décès sur 2000 patients dans les essais cliniques du vaccin Pandemrix acheté à la hâte. Le H1N1 au Costa Rica. Nous le joignons par vidéoconférence. Lors des essais cliniques de ce vaccin qui ont été faits sur 2000 volontaires en bonne santé, il a été répertorié 7 morts des suites directes de ce vaccin. Donc 7 morts sur 2000 personnes qui ont testé le vaccin alors qu'elles étaient en bonne santé, c'est un taux qui est totalement inacceptable pour mettre sur le marché un médicament. Eh bien, figurez-vous que l'agence de mise sur le marché a fait comme s'il n'y avait eu aucun problème dans la mise au point de ce vaccin et a approuvé ce vaccin. Donc, moi, je ne comprends pas comment il y a eu autant de complicité et autant de personnes qui ont fermé les yeux, alors que ça crevait les yeux, je dirais, depuis le mois de mai. En tout cas, moi, depuis le mois de mai, c'est clair pour moi que il y avait quelque chose qui était en train de se préparer, qui n'était pas correct au niveau de la mise, des processus de mise en marché des médicaments, enfin du vaccin ici en l'occurrence. Sur le site de l'Agence européenne du médicament, donc on peut lire les notices sur les vaccins, les premières études qui ont été faites, j'imagine par votre société, les premiers tests, que ces tests, en fait, faits sur 2000 volontaires, avaient provoqué 7 décès. Je voudrais simplement avoir votre... Alors, vous êtes au courant de ça? Pas du tout. Pas du tout. Et je peux vous assurer que si, effectivement, au cours d'une étude clinique de 2000 personnes, il y avait eu 7 décès, jamais une licence aurait été octroyée pour ce vaccin par les autorités européennes. C'est quelque chose qui est faux. C'est quelque chose qui est faux. Faux, vraiment? Nous posons la même question à l'Agence belge du médicament, dont plusieurs experts participent aux travaux de l'Agence européenne du médicament, l'EMEA. Je suppose qu'il y a peut-être eu des cas, je ne suis pas honnêtement informé, je pourrais m'inquiéter de savoir, mais quand bien même il y aurait eu le nombre il faut essayer de relater ça. De nouveau, c'est peut-être lié à un tout autre phénomène qu'au vaccin lui-même. Le document existe bel et bien sur le site officiel de l'EMEA. Il y a bel et bien eu 7 morts lors de tests préliminaires sur le vaccin pandémique. Quelques heures après l'interview, Emmanuel Anon de GSK et l'Agence belge du médicament nous rappelleront pour confirmer l'existence du rapport, mais surtout pour nous préciser qu'aucune de ces morts n'avait pu être reliée directement au vaccin. Cela n'avait donc eu aucune influence sur le feu vert européen. La suite montrera que nous avions raison avec les cas de narcolepsie notamment, mais qui ne sont bien sûr que la seule pointe émergée de l'iceberg. Laurette Onclinx a donc agi dangereusement et de façon indigne du mandat qui était le sien, même si elle n'a rien trouvé de mieux pour nier sa responsabilité d'évoquer le fait que tout le monde faisait pareil, qu'elle avait suivi l'OMS, etc. L'exemple polonais a d'ailleurs très bien montré la pertinence et l'efficacité du refus de sombrer tête baissée dans le tout pharmaceutique. Qu'à cela ne tienne, Laurette Onclinx a choisi son camp, celui de l'industrie pharmaceutique et de ses innovations en trompe-l'œil. La vraie santé pouvant rarement s'obtenir par le biais d'approches politiques hypocrites ou électoralistes, il faut que les citoyens prennent conscience du rapport pour le moins surréaliste que Laurette Onclinx a entretenu avec le concept de « démocratie ». Et lorsqu'ils lisent à présent dans la presse les larmes de crocodile de Laurette qui ose dire que la démocratie est actuellement asphyxiée au Parlement, il faut surtout y voir une crise de nerfs d'une femme qui s'est toujours comportée en politique à la manière d'un enfant roi, habituée à se faire obéir au doigt et à l'œil, habituée à avoir les médias à ses pieds, elle qui les a toujours inondés de ses grands sourires vides de sens.
Laurette Onklynx a bien contribué à sa façon à asphyxier la démocratie et le domaine de la santé malgré ses grands sourires et ses aptitudes communicationnelles et médiatiques indéniables. Gesticuler dans les médias n'a toutefois jamais suffi à rendre la moindre personne compétente et digne de confiance. Laurette Onklynx, qui n'a décidément pas la même notion du gaspillage que la plupart des contribuables, leur aura donc déjà coûté cher. Voilà des propos qui nous rappellent bien les comportements terribles des psychopathes. Toujours durant l'année 2009 aux États-Unis sort un documentaire sur une supposée conspiration des élites dirigeantes. Ce reportage est réalisé par Jesse Ventura, ancien gouverneur de l'État du Minnesota et ancien membre des unités d'élite de l'US Navy dévolues à la démolition d'obstacles sous-marins. Ce documentaire porte sur le groupe Bilderberg, une réunion annuelle très secrète d'élitistes qui se rassemblent dans des hôtels de luxe, sous haute sécurité, et sont censés planifier les stratégies de domination du monde, y compris un vaccin obligatoire. Le lieu et les participants à ces événements secrets sont souvent affichés en ligne. Bien que la plupart des épisodes de la série Conspiracy Theory aient été rediffusés, cet épisode n'a été montré qu'une seule fois, en grande partie à cause de la controverse entourant le contenu de l'épisode. On parle d'un programme. Le rapport Kissinger en 1974, la réunion sur la surpopulation du Good Club organisée par Bill Gates en 2009, l'apparition du virus H1N1 un mois après, la dénonciation par Jesse Ventura d'une tentative de pandémie par l'organisation du Bilderberg, s'ajoute à cela le discours de Bill Gates sur l'apparition d'un virus mortel et cela juste après une épidémie d'Ebola. Voilà un nombre de coïncidences particulièrement troublants. Mais que dire alors de la maladresse de Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis? C'est lors d'un discours prononcé à l'Université d'État de Coppin le 14 juillet 2023, la vice-présidente Kamala Harris prononçait un discours sur le plan de l'administration visant à réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre du pays avant 2030 et à atteindre le niveau zéro avant 2050, lorsqu'elle a accidentellement prononcé le mot « population » au lieu du mot « pollution ». Voici sa déclaration. Lorsque nous investissons dans les énergies propres et les véhicules électriques et que nous réduisons la population, un plus grand nombre de nos enfants peuvent respirer de l'air pur et boire de l'eau propre, a expliqué Kamala Harris. La foule a réagi par des applaudissements enthousiastes bien que la vice-présidente ait mentionné qu'elle voulait réduire la population, mais il était tout à fait clair pour les spectateurs que Mme Harris ne préconisait pas une réduction de la population en tant que politique. La version officielle de la Maison-Blanche déclarait « Ce n'est pas ce que vous croyez ». Il n'y a aucune raison de penser que le gouvernement de Biden a réellement intégré la réduction de la population dans son plan visant à aider les États-Unis à atteindre leurs objectifs climatiques avant 2050. Toutefois, la vice-présidente a probablement prononcé les pires paroles qu'elle pouvait prononcer dans ces circonstances et allié une politique de réduction active de la population au bureau de Joe Biden, une situation qui a été citée par les conservateurs en ligne comme la preuve d'une conspiration plus large. Nous sommes en 2023, les médias français qui sont prétendument libres et qui ont le souci de l'investigation, citons par exemple Le Monde, Mediapart, Libération, Le Figaro, Le Canard enchaîné, Le Point sans oublier les émissions Cache Investigation et Envoyé spécial de France Télévisions, n'ont jamais enquêté ou débattu de la nature et de l'influence exacte du groupe Bilderberg. Les groupes occultes n'existent pas, ce sont nos courageux et intègres journalistes qui assènent cette vérité. Et si vous avez l'outrecuidance d'aller à rebours de cette docte vérité, la parade est toute trouvée. Vous êtes accusé de complotisme et d'extrême droite en particulier. Ce doit donc être nécessairement vrai. Regardez, le groupe Bilderberg par exemple, il n'existe pas, ce sont Yves Calvi et ses collègues journalistes qui nous l'affirment avec un aplomb singulier. De l'organisation mondiale Bilderberg, moi je n'en avais jamais entendu parler, qui réunit chaque année les personnages les plus influents du monde. Vous connaissez ça, vous? Non.
Bon, ben voilà. Je connais Davos. Bilan en direct, je connais la Tricontinentale, je connais Davos, mais je connais pas... Mais en tout cas, je ne connais pas du tout cette organisation, donc je n'en dirai rien sur c'est peut-être une invention d'un téléspectateur qui voulait vérifier qu'on nous teste. Je me méfie beaucoup de ces organisations mondiales qui, dans l'ombre, se réunissent et distribuent en quelque sorte les dividendes et les rôles. C'est une vision de complot de l'histoire. C'est paisible, vous êtes peut-être en train de répondre très habilement à une fausse question, ce qui là pour le coup est une grande intelligence, enfin ça m'arrange. Mais c'est très embêtant monsieur Calvi, car dans la deuxième vidéo, il y a une exception notable et c'est dans un bref reportage de TF1 datant de 1977, où Yves Mourouzi révélait à la France entière l'existence du groupe Bilderberg. C'était un vrai journaliste intègre. On comprend pourquoi il fut licencié quelques mois après la privatisation de TF1. Le groupe de Bilderberg, vous en entendrez certainement parler dans les prochains jours. Tout de suite, des précisions sur cette espèce de sigle ou dénomination assez inconnue du grand public. Des précisions, Dominique Bromberger en Angleterre. Torquay, station balnéaire de 60 000 habitants, sera pendant 3 jours la capitale officieuse du monde occidental. Pour sa 25e rencontre, le groupe de Bilderberg doit, selon la déclaration faite à TF1 par l'ancien Premier ministre britannique Sir Alec Douglas-Home, étudier les problèmes économiques de l'Occident. C'est la première fois que cette organisation, jusque-là très secrète, donne une indication, aussi minime soit-elle, sur son ordre du jour. Et pourtant, bien des rumeurs ont couru depuis 2 ans sur son rôle réel dans la direction des affaires du monde. L'un des membres du groupe a dit par exemple « C'est au cours d'une de nos réunions, dans le courant des années 50, qu'est née l'idée du traité de Rome ». La liste de ceux qui ont été sélectionnés par le comité directeur pour participer à l'une ou à l'autre des rencontres, du genre de celle qui aura lieu à l'Imperial Hotel de Torquay, inclut presque tous les chefs d'État ou de gouvernement du monde occidental, dans un éventail qui va du centre-gauche à la droite, choisis parfois à un moment de leur carrière où ils n'étaient dans leur pays qu'une étoile naissante de la politique. Gordon Tesser a été le premier journaliste à révéler dans le Financial Times les activités du groupe. Il est possible, et cela semble même certain, que si l'on a été sélectionné pour participer à une rencontre du groupe de Bilderberg, il y a une sorte de courant qui vous entraîne vers les sommets du pouvoir. La plupart des gens qui se sont rendus à ces réunions accèdent à des postes de haute responsabilité dans les allées du pouvoir des premiers ministres ou des ministres de haut rang, par exemple. Et si vous arrivez à un poste très important sans avoir été sélectionné par les gens du groupe, eh bien vous serez immédiatement appelé à en faire partie. Les 22, 23 et 24 avril se retrouveront dans cet hôtel de Torquay, gardé d'un côté par des falaises abruptes, de l'autre par des forces de police impressionnantes, des chefs de gouvernement tels l'allemand Helmut Schmidt ou le suédois Faldin, des ministres importants tels le britannique Healey, des personnalités de la politique comme Henry Kissinger ou Margaret Thatcher, du monde des affaires comme David Rockefeller et même du syndicalisme. Mais il n'y aura à l'issue de ces conversations ni déclaration ni communiqué. La réunion de cette année constituera un tournant dans l'histoire du groupe de Bilderberg. Que la date et le lieu de cette réunion aient été connus à l'avance constitue en effet un événement sans précédent, que ce soit à la suite d'indiscrétions voulues ou non. Mais cette constatation ne répond pas à la question essentielle. À quoi sert le groupe de Bilderberg? S'agit-il simplement d'un forum où les grands du monde occidental se retrouvent pour échanger leurs idées et éviter entre eux tout malentendu? Ou bien est-ce un lieu de rencontre où l'on élabore des décisions qui engagent l'avenir du monde occidental? Cela dans le secret et en dehors des procédures normales. TF1 à l'Imperial Hotel, Torquay. Yves Mourouzi et Dominique Bromberger nous apprenaient pour la première fois qui était le groupe Bilderberg. Depuis, une chape de plomb s'est abattue sur la France. De là à dire que les médias modernes nous cachent des choses, ce serait vil et mesquin, n'est-ce pas? Le groupe a donc officiellement enregistré son nom de domaine pour son site internet le 25 novembre 2009. Mais ceci n'explique pas du tout pourquoi Yves Calvi et ses pseudo-journalistes nient encore l'évidence en 2008. Soit ceux-ci sont incompétents, soit ils mentent et ne sont que des chiens de garde au service des politiciens et des transnationales.
Le groupe de Bilderberg a été fondé par l'ancien diplomate polonais Joseph Rottinger et Prince Bernhard des Pays-Bas qui lui fait un accueil favorable, ainsi que l'ex-premier ministre belge Paul Van Zeeland et le dirigeant de l'époque du groupe de produits de grande consommation Unilever, le néerlandais Paul Rieckens. Le prince Bernhard contacte pour ça par le général Walter Bedell-Smith, alors directeur de la CIA, qui demande au conseiller d'Eisenhower, Charles Douglas Jackson, d'examiner la proposition. La première réunion se déroule en Hollande en 1954, à l'hôtel Bilderberg à Oosterbeek à l'invitation du prince Bernhard des Pays-Bas, cofondateur du groupe avec David Rockefeller. Le groupe de Bilderberg est sans doute le plus puissant des réseaux d'influence. Il rassemble des personnalités de tous les pays, leaders de la politique, de l'économie, de la finance, des médias, des responsables de l'armée ou des services secrets, ainsi que quelques scientifiques et universitaires. Très structuré, le groupe de Bilderberg est organisé en 3 cercles successifs. Le cercle extérieur est assez large et comprend 80% des participants aux réunions. Les membres de ce cercle ne connaissent qu'une partie des stratégies et des buts réels de l'organisation. Le deuxième cercle, beaucoup plus fermé, est le Steering Committee, comité de direction. Il est constitué d'environ 35 membres, exclusivement européens et américains. Ils connaissent à 90% les objectifs et stratégies du groupe. Les membres américains sont également membres du CFR. Le cercle le plus central est le Bilderberg Advisory Committee, comité consultatif. Il comprend une dizaine de membres, les seuls à connaître intégralement les stratégies et les buts réels de l'organisation. Pourquoi les forums économiques mondiaux de Davos et les sommets du G8 font-ils l'objet de toute l'attention des journaux, les gros titres et attirent des milliers de journalistes tandis qu'il n'y a aucune couverture médiatique pour les rencontres du groupe Bilderberg? Ce blackout existe en dépit du fait qu'elles, ou justement parce qu'elles sont chaque année fréquentées par les présidents du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et de la Réserve fédérale, par les présidents des 100 plus grosses corporations au monde, telles que Daimler Chrysler, Coca-Cola, British Petroleum, BP, Chase Manhattan Bank, American Express, Goldman Sachs et Microsoft, par des vice-présidents des États-Unis, des directeurs de la CIA et du FBI, des secrétaires généraux de l'OTAN, des sénateurs américains et des membres du Congrès, des premiers ministres européens, des chefs de partis d'opposition et les principaux éditeurs et directeurs des plus grands journaux au monde. Il est plus que curieux qu'aucun des plus grands médias d'information ne considère comme importante une rencontre qui réunit de tels personnages, dont la richesse cumulée dépasse très largement celle de tous les citoyens américains réunis, alors qu'habituellement les déplacements d'un seul d'entre eux font les gros titres à la télévision. Daniel Etulin déclare dans son livre Le Club Bilderberg l'histoire secrète des maîtres du monde. À ma grande consternation, après avoir vendu des millions d'exemplaires dans le monde et parcouru le globe de long en large pour promouvoir mon livre par des conférences, je vois encore trop de gens qui considèrent le Bilderberg, dans le pire des cas, comme une obscure paranoïa d'esprit déséquilibré, et dans le meilleur, comme une extension naturelle de la politique du pouvoir. Après tout, le président du Bilderberg, le vicomte Étienne d'Avignon, a répondu à mes accusations dans une interview accordée à la BBC en septembre 2005, 3 semaines après la publication espagnole de mon livre, par ces mots. Je ne pense pas que nous soyons une classe dirigeante mondiale, car je ne crois pas qu'il existe une telle classe. Je pense simplement qu'il s'agit de personnes influentes qui ont envie de discuter avec d'autres personnes influentes. Il a ajouté que, les affaires influencent la société et la politique influence la société, c'est une pure question de bon sens. Notons qu'Étienne d'Avignon est un de ces hommes les plus influents dans le monde des affaires comme dans celui des milieux politiques. C'est aussi l'ancien chef de cabinet de Paul-Henri Spaak et de Pierre Armel de 1964 à 1969. En 1969, il devient le directeur général de la politique étrangère belge. Il fut également le premier président de l'Agence internationale de l'énergie de 1974 à 1977, le vice-président de la Commission européenne de 1981 à 1985 et président de l'Institut royal des relations internationales. En 1985, il entre à la Société Générale de Belgique dont il devient le président d'avril 1988 à février 2001, puis vice-président jusqu'à la fusion du 31 octobre 2003 de la Société Générale de Belgique et de Tractebel. Il devint alors vice-président de Suez Tractebel. En 2001,
Il a puissamment contribué à la fondation de la compagnie aérienne belge Bruxelles Airlines qui a succédé à la Sabena et absorbé la compagnie Virgin Express tout en desservant 70 destinations. De 2003 à 2010, il fut vice-président de Suez Tractebel. Il doit faire une unité. Et enfin, il doit gérer du personnel, les motiver, les persuader que... Mais alors, qu'est-ce que le Bilderberg ? Le groupe de Bilderberg est un véritable clan financier mondial. Il n'est pas secret, ni occulte mais tout simplement particulièrement discret. Au cours de ces réunions, des décisions stratégiques essentielles y sont prises, hors des institutions démocratiques où ces débats devraient normalement avoir lieu. Les orientations économiques, politiques et géostratégiques décidées par le groupe de Bilderberg peuvent concerner le début d'une guerre, l'initiation d'une crise économique ou au contraire d'une phase de croissance, les fluctuations monétaires ou boursières majeures, les alternances politiques dans les démocraties, les politiques sociales, et plus encore la gestion démographique de la planète. Ces orientations conditionnent ensuite les décisions des institutions subalternes comme le Forum économique de Davos ou le G20 ainsi que les gouvernements des États. Les membres du groupe de Bilderberg s'appellent eux-mêmes les Bilderbergers. Ils sont choisis uniquement par cooptation. Le groupe de Bilderberg se réunit une fois par an pendant environ 4 jours. Les réunions ont lieu chaque année au printemps dans une ville différente, mais toujours dans des châteaux ou des hôtels luxueux, entourés d'un parc ou situés en pleine nature. Les réunions sont protégées par plusieurs de policiers, militaires et membres des services spéciaux du pays d'accueil. Si la réunion a lieu dans un hôtel, celui-ci est vidé de ses occupants une semaine avant l'arrivée des Bilderbergers. Les invités sont déposés par un balai d'hélicoptères noirs et par des limousines aux vitres fumées avec la lettre B sur le pare-brise. Les discussions se tiennent à huis clos. Quelques journalistes dévoués à la pensée unique peuvent être parfois présents, mais rien ne doit filtrer des discussions. Il est interdit de prendre des notes ou de faire des déclarations à la presse. Mais quelques photographes arrivent parfois à prendre des photos à l'extérieur, au moment de l'arrivée des invités. À l'heure actuelle, le Bilderberg a pris une importance considérable pour certains et cela jusque dans des institutions comme la Commission européenne. C'est ainsi que Virginie Joran, députée européenne depuis 2019, pose officiellement au Parlement européen une question sur les éventuels conflits d'intérêts entre des parlementaires européens invités par le Bilderberg. La participation de 3 commissaires au Bilderberg 2023 est-elle compatible avec la démocratie ? Virginie Joran, vous êtes donc députée Rassemblement National au Parlement Européen ici à Bruxelles. Et aujourd'hui, vous avez voulu revenir sur cette réunion du Bilderberg à Lisbonne, au Portugal, le 21 mai dernier. Alors c'est très récent, on le sait, le Bilderberg, c'est une réunion qui réunit des acteurs du monde des affaires, des médias, des politiques, qui s'est réunis cette année à Lisbonne. Chaque année, c'est dans un endroit différent. Et vous avez voulu revenir dessus parce que donc, des commissaires européens étaient présents. Et pourquoi en fait ça pose problème, Madame Joran? Comme vous savez, mon combat c'est sur la transparence, notamment les contrats Pfizer. Et là, on voit que c'est à la base, les réunions, ces événements annuels de Bilderberg sont plutôt secrètes. D'ailleurs, dans le communiqué de presse de cet événement, on n'a pas les sujets finalement, on n'a pas les ordres du jour. Il se dit que les discussions sont presque à huis clos, qu'il n'y a pas d'ordre du jour précis. Et du coup, je m'interroge pourquoi ces 3 commissaires. Donc, quand je vois la liste, je me demande comment ils ont été choisis aussi. Le choix, quel mandat ils ont. Quel financement ils ont pour aller à cet événement qui pour moi est un événement privé. Bilderberg, c'est quoi en fait? C'est une réunion entre le public, privé, tous les intérêts divergents. Et quand on voit cette liste, ça m'interroge. Voilà, on a Joseph Borrell, vice-président de la Commission européenne. On a un ancien aussi président de la Commission. On a José Manuel Barroso, qui en plus là pour le coup, il est indiqué comme un conseiller international de Goldman Sachs. Alors que moi aujourd'hui, il était aussi dans le conseil d'administration de Gavi. Vous savez, c'est l'alliance internationale mondiale du vaccin. Et puis après, on a aussi Paolo Gentiloni, commissaire pour l'économie.
On a aussi, et là aussi, je ne l'ai pas mis parce que je vais poser la question à la Commission, sur quels critères, sur quel mandat ils ont pour représenter donc, la Commission européenne. Et on a aussi Madame Roberta Metsola, présidente du Parlement, qui est aussi invitée à cet événement. Et pour finir, Didier Reynders, qui est commissaire à la justice, qui sont donc invités à cet événement public, privé, avec des sujets qui quand même sont interpellants. Hein. On a entre autres toujours l'OTAN, la Russie, l'Ukraine. Et puis moi ce qui m'interroge c'est le sujet US leadership. Donc qu'est-ce que à avoir l'Union européenne à aller parler de US leadership? Voilà, donc plein de questions qui... On va dire la direction américaine. C'est quoi les sujets? Comment ils sont choisis? Quelles sont les discussions? Puisque s'ils y vont en tant que commissaire européen, il faut de la transparence, il faut savoir ce qu'il se dit là-dedans. Parce que ça va avoir sans doute un impact sur la politique ici après au niveau de l'Union européenne. Donc voilà, moi je m'interroge sur le fond, le mandat, le financement et puis... Et comme on dit aujourd'hui, à quelques jours des prochaines élections européennes, il est important de clarifier tout ça parce que les citoyens veulent savoir ce qui se dit dans ces événements dits secrets. Vous avez aussi des Français, hein. Pour le coup, on a des ministres aussi. Alors comment ils sont choisis eux aussi? C'est M. Macron qui leur demande individuellement d'y aller. Donc on a Gabriel Attal, ministre des Affaires publiques. On a aussi un autre Français, Clément Beaune, ministre du Transport. Donc, quels sont les critères? Pourquoi ils sont choisis? Quel mandat ils ont? Quels intérêts ils représentent pour pouvoir discuter dans ce panel avec des sujets qui sont différents, qui touchent différents intérêts. Et encore une fois, je ne vois pas là les intérêts de l'Union européenne à proprement parler, ni de la France. Comment ne pas croire que les décisions et débats dans ces instances secrètes ou discrètes n'auraient pas d'impact sur nos vies? Comment pourrait-on ignorer que ces êtres, ces psychopathes préadamiques, assoiffés de pouvoir et de puissance ne nous conduisent pas à la misère ou à la guerre, à la servitude éternelle comme eux le furent jadis à une époque lointaine, celle du Jardin d'Éden, ce parc aux animaux? Le projet de dépeuplement ne date pas d'aujourd'hui comme nous l'avons vu. Il est inscrit dans des rapports mais il fut gravé dans la pierre dès 1980 comme nous allons le voir. L'histoire des Guidestones de Géorgie, aussi appelé le Stonehenge américain, aux USA a commencé un vendredi après-midi de juin 1979, lorsqu'un élégant gentleman aux cheveux gris fit son apparition dans le comté d'Elbert, se dirigea vers les bureaux d'Elberton Granite Finishing. Il se présenta comme Robert C. Christian. Les spéculations diverses estiment qu'il s'agirait de Christian, pseudonyme allégorique pour Christian Rosenkreutz ou Christian Rosecroix. Il a déclaré représenter un petit groupe de fidèles américains, qui avait prévu l'installation d'un très grand et complexe monument de pierre. Christian était venu à Elberton, le chef-lieu du comté, et la capitale mondiale du granit, car il pensait que ces carrières produisaient la pierre la plus fine de la planète. Joe Fandley, le président d'Elberton Granite, opine d'un air absent, distrait par la course pour remplir les bulletins de paye hebdomadaires. Mais lorsque Christian commença à décrire le monument qu'il avait en tête, Fandley arrêta ce qu'il était en train de faire. Non seulement, l'homme lui demandait les plus grandes pierres qui n'aient jamais été extraites des carrières du comté, mais il les voulait aussi taillées, finies, et assemblées en une sorte d'énorme instrument astronomique. À quoi cela servirait-il au monde? Demanda Fandley. Christian expliqua que le monument qu'il avait en tête servirait de compas, de calendrier et d'horloge. Il serait aussi nécessaire de les graver avec une série de guides écrits dans les 8 principales langues du monde. Et il devait être capable de résister aux événements les plus catastrophiques, de sorte que les vestiges de l'humanité brisée soient capables de reconstruire une civilisation meilleure que celle qui était sur le point de s'autodétruire. Pour pouvoir construire le monument, Robert et Christian achètent une propriété de 2 hectares, donnant le droit à vie à son ancien propriétaire Wayne Munix d'y faire paître son bétail.
Quelques semaines après, il donne la propriété au comté d'Elbert, estimant que ce dernier protégera les Guidestones. Il les conserve effectivement, car celles-ci deviennent une attraction touristique dès leur inauguration le 22 mars 1980, attirant des curieux du monde entier. L'acte de propriété interdit de faire payer la visite du monument, ainsi que la construction de bâtiments permanents sur le site. Le site connaît un regain d'intérêt en 2005, après que Mark Dice a publié son ouvrage The Resistance Manifesto, le manifeste de la résistance. Depuis cette date, l'auteur demande que les Guidestones soient brisés en des millions de morceaux, estimant que ces pierres ont une origine satanique profonde. Les pierres ont fait l'objet de nombreuses hypothèses, notamment par Jay Weiner, animateur radio à Seattle ayant beaucoup travaillé sur le sujet et produit l'une des hypothèses les plus populaires sur les commanditaires du monument, qui pourraient être selon lui les Rosicruciens, membres d'un ordre mystique apparu en Allemagne au XVe siècle qui auraient prétendu posséder des connaissances ésotériques échappant au commun des mortels. Le monument a été construit dans la région américaine dite du Bible Belt, dans laquelle vivent de nombreux fondamentalistes chrétiens. Il suscite des réactions très diverses. Ses admirateurs y voient un appel au rationalisme, tandis que ses détracteurs pensent qu'il s'agit des commandements de l'Antéchrist voire sataniques. Le monument fait l'objet de nombreuses théories du complot naturellement. Le cahier des charges astrologiques des Guidestones était si complexe que Fendley dut prendre les services d'un astronome de l'Université de Géorgie pour l'aider à mettre en œuvre le concept. Les 4 pierres extérieures devaient être orientées sur les limites de l'orbite solaire annuelle. La colonne centrale nécessitait 2 éléments calibrés avec précision, un trou à travers lequel l'étoile polaire serait visible tout le temps, et une encoche qui devait être alignée avec la position du soleil levant au solstice et aux équinoxes. Le principal composant de la table dolménique était une ouverture de 7 à 8 pouces, 2,22 cm, percée dans la clé de voûte projette un rayon de soleil sur la colonne du centre, et à midi, indique le jour de l'année. La compagnie de Fendley a documenté le progrès de leur travail avec des centaines de photos. Des marteaux-piqueurs ont été employés pour forer 114 pieds, 34 mètres, de roche à la carrière, en cherchant des morceaux de granit assez gros pour produire les pierres finales. Fendley et son équipe ont retenu leur souffle quand la dalle de 28 tonnes a été amenée à la surface en se demandant si leur derrick craquerait sous le poids. Un brûleur spécial, qui est essentiellement un moteur fusée à portée étroite utilisé pour couper et finir les gros blocs de granit, a été conduit à Elberton pour laver et tailler les pierres, et une paire de tailleurs de pierre experts ont été engagés pour les lisser. Début 1980, un bulldozer racla le sommet de la colline jusqu'à la couche de roche-mère, où 5 tables de granit servant de fondation furent disposées en forme de roue à aube. Une grue de 100 pieds de haut, 30 mètres, a été utilisée pour mettre les pierres en place. Chacune des roches externes faisait 16 pieds et 4 pouces, environ 5 mètres, de large et 1 pied, 7 pouces d'épaisseur, environ 50 cm. La colonne du centre faisait la même taille, mais avec la moitié de la largeur, et la clé de voûte faisait 9 pieds et 8 pouces, environ 3 mètres, de haut, 6 pieds 6 pouces de largeur, environ 2 mètres, et 1 pied 7 pouces d'épaisseur, 48 cm. En comptant les pierres de fondation, le poids total du monument est d'environ 240 000 livres, 108 tonnes. 6 blocs de granit de 5,87 mètres de haut pour un poids total de 237 746 livres, soit presque 108 tonnes, affichent un message en plusieurs langues. La principale caractéristique du monument se situe sur 4 plaques de granit où figurent 10 commandements. Un message composé d'un ensemble de 10 lignes directrices ou principes a été gravé sur les Georgia Guidestones en 8 langues différentes, une langue sur chaque face des 4 grandes pierres verticales. Se déplaçant dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la structure à partir du nord, ces langues étaient l'anglais, l'espagnol, le swahili, l'hindi, l'hébreu, l'arabe, le chinois traditionnel et le russe. Les langues ont été choisies parce qu'elles représentaient la majeure partie de l'humanité, à l'exception de l'hébreu, qui a été choisi en raison de ses liens avec le judaïsme et le christianisme. Selon les sponsors du monument, les inscriptions sont destinées à guider l'humanité dans la conservation de la nature après une guerre nucléaire, que les créateurs pensaient être une menace imminente déjà à l'époque. Les inscriptions traitaient de 4 thèmes principaux, la gouvernance et l'établissement d'un gouvernement mondial, le contrôle de la population et de la reproduction, l'environnement et la relation de l'humanité à la nature. Voici les 10 commandements.
Maintenez l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature. Guidez judicieusement la reproduction afin d'améliorer adaptabilité et diversité. Unissez l'humanité grâce à une nouvelle langue mondiale. Traitez de la passion, de la foi, de la tradition et de toutes les choses avec modération. Protégez les personnes et les nations avec des lois et des tribunaux équitables. Laissez toutes les nations gouverner leurs affaires intérieures, et régler les conflits extérieurs devant un tribunal mondial. Évitez les lois mesquines et les fonctionnaires inutiles. Équilibrez les droits personnels et les devoirs sociaux. Faites primer la vérité, la beauté, l'amour en recherchant l'harmonie avec l'infini. Ne soyez pas un cancer pour la terre, laissez de la place à la nature, laissez de la place à la nature. Le premier commandement suscite de nombreuses théories du complot au sujet d'un plan secret pour la réduction de la population mondiale à 500 millions d'individus. Le deuxième commandement, en parlant de « guider » la reproduction, pourrait évoquer des pratiques eugénistes. Selon le magazine américain We Read, le troisième commandement peut déplaire aux chrétiens, car d'après le dernier chapitre de la Bible, l'Apocalypse, l'Antéchrist établira une langue commune à toute l'humanité dans le cadre d'un gouvernement mondial et le quatrième commandement peut lui aussi leur déplaire, car il ne donne pas la priorité à la foi. À quelques pieds à l'ouest du monument, un registre de granit supplémentaire avait été placé au niveau du sol. Cette tablette identifiait la structure et les langages utilisés et énumérait divers faits sur la taille, le poids et les caractéristiques astronomiques des pierres, la date à laquelle elles ont été installées et les sponsors du projet. Il s'agissait d'une capsule temporelle enterrée sous la tablette, mais les espaces vides sur la pierre destinés à remplir les dates auxquelles la capsule avait été enterrée et devait être ouverte n'avaient pas été inscrits, de sorte qu'il n'était pas certain que la capsule temporelle ait été réellement mise en place. Lors de l'enlèvement du monument en juillet 2022 suite à l'explosion, les responsables du comté ont creusé 6 pieds sous cette tablette pour vérifier la présence d'une capsule temporelle, mais n'ont rien trouvé. Le texte de la tablette explicative était quelque peu incohérent en ce qui concerne la ponctuation. En haut au centre de la tablette était écrit « Le groupe Georgia Guidestones Center érigé le 22 mars 1980 ». Immédiatement en dessous se trouvait le contour d'un carré, à l'intérieur duquel était écrit « Que ceci soit des guides vers un âge de raison ». Autour des bords de la place ont été écrites des traductions dans 4 langues anciennes, une par bord. En partant du haut et dans le sens des aiguilles d'une montre, ils étaient babyloniens, en écriture cunéiforme, grec classique, sanskrit et égyptien ancien, en hiéroglyphes. Un ouvrage est paru sur le sujet, dont l'auteur prétend être le fameux R.C. Christian en donnant des détails sur les coups. Il est dédié à Thomas Paine, auteur de l'ouvrage Le siècle de la raison. Le 6 juillet 2022, un engin explosif a explosé sur le site, détruisant la dalle de langue en swahili et en hindi et causant des dommages importants à la pierre de fête. Les résidents voisins auraient entendu et ressenti des explosions vers 4 heures du matin. Des images de vidéosurveillance ont enregistré un véhicule quittant les lieux et la police a enquêté sur l'incident. Les pierres restantes ont été démantelées par les autorités pour des raisons de sécurité plus tard dans la journée avec une pelle rétrocaveuse, selon le Georgia Bureau of Investigation, GBI. L'Elberton Star a rapporté que les fouilles n'ont montré aucune preuve qu'il y ait jamais eu une capsule temporelle située sous les Georgia Guidestones. Fin juillet 2022, le maire d'Elberton, Daniel Grave, a déclaré que la ville prévoyait de reconstruire le monument exactement tel qu'il était, ajoutant « Nous sommes juste prêts et enthousiastes à l'idée de les reconstruire. Cela peut nous prendre de 6 mois à 1 an pour le faire, mais nous allons le faire. » Le 8 août 2022, le conseil municipal d'Elberton a voté en faveur de l'ouverture d'une procédure judiciaire pour restituer les 5 acres de terrain sur lesquels le monument avait été construit à son ancien propriétaire, une ferme locale. Le conseil municipal a annoncé que les restes du monument, qui avaient été déplacés vers un tiers pour des raisons de sécurité, seraient donnés à l'Elberton Granite Association. L'Elberton Granite Association et le conseil municipal d'Elberton ont exprimé des doutes quant à la reconstruction des guides, mais ont exprimé l'espoir que cela pourrait un jour se produire. Les maîtres trouveront toujours des esclaves prêts à servir leur cause et plus encore quand ils leur disent que servir c'est pour leur bien.